Il y a quelque temps, je vous ai présenté sur mon blog le livre de Florence Tassoni, D'une âme à une autre, dans lequel elle raconte des événements inexplicables qui ont surgi après le décès de son papa. Et ce sont des manifestations spontanées que l'on appelle communément des VSCD, des vécus subjectifs de contact avec les défunts. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Tassoni, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Bonjour Florence. Bonjour Florinette, bonjour à tous et merci de me recevoir, je suis très heureuse. Moi aussi, vraiment, c'est un plaisir partagé. Alors, comme je disais, il y a quelques temps de cela, donc j'avais parlé de ton livre sur mon blog. Donc, je vais présenter à l'écran, voilà. J'avais donc présenté ton livre et ce qui est vraiment étonnant dès que l'on commence à lire ton ouvrage, c'est qu'on est loin d'imaginer que tu t'apprêtes à vivre des VSCD parce qu'en fin de compte, toi, tu rentres sur ton île de ton enfance en Nouvelle-Calédonie, tu t'apprêtes à faire la fête et d'un seul coup, un message arrive, la nouvelle du décès de ton père. Et là, on s'attend plutôt à une réaction de tristesse, d'abattement. Non, c'est plutôt une froideur que tu ressens. Et tu décides de partir, mais tu t'apprêtes à faire ce voyage, mais en fin de compte, c'est un tout autre voyage que tu vas vivre. Peux-tu nous en dire quelques mots? C'est exactement ça, je l'écris dans mes premières pages, j'ai même honte de l'admettre, hein. La toute première réaction, ça a été une forme de détachement, une froideur, un retrait et puis un sentiment de contrariété. Oui, je m'apprêtais à faire la fête. Bon, alors pour quand même remettre pas qu'on me voit pas comme un être sans cœur, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai toujours eu des relations extrêmement compliquées avec mon père et donc après 13 ans de fâcherie, etc. C'était un père qui était vraiment très difficile et j'étais toujours sur la réserve avec lui parce que je savais que j'allais me prendre une gifle psychologique à un moment ou à un autre. Donc bon, effectivement, là, c'était une gifle à laquelle je m'attendais quand même pas, celle-ci. Et donc, effectivement, ma première réaction, c'est du retrait, c'est de la froideur. Je me précipite malgré tout dans un avion, puisque ça m'apparaît être une évidence malgré tout. Et là, ça vient quand même assez vite. C'est dans l'avion que ça frappe et que ce premier sentiment, cette urgence de lui parler me prend à ce moment-là. Oui, c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que d'un seul coup, tu as ce besoin de décrire. Ouais, c'est comme une force inexplicable. Il faut que tu lui parles. Puis tu couches tout ça sur papier. En fin de compte, ce que tu couches sur papier, tu vas pouvoir le lire. Enfin, tu vas le lire à l'église. Et c'est ce que je voulais aussi partager avec toi. C'est ce qui m'est arrivé également. C'est quand ma maman qui est décédée aussi. Dès que j'ai quitté l'hôpital où elle venait de s'éteindre, je suis rentrée à la maison et j'ai pris un papier, un crayon et j'ai écrit. Et sans modifier quoi que ce soit. Tout a coulé de source. Il a fallu que j'écrive. Et à la fin de mon texte, je me suis dit, ben voilà, ça, c'est un hommage que je vais lui rendre à l'église. Et ce qui m'a étonnée, c'est que quand je l'ai relu, j'avais écrit tout en lettres majuscules, alors que j'écris jamais comme ça. J'étais très surprise de mon texte, déjà comme si c'était pas, comment dire, je me reconnaissais pas, non, je n'avais pas l'habitude d'écrire comme ça. Et ça m'a vraiment étonnée, comme si c'était une force qui m'avait traversée et j'avais dit tout ce que je ressentais à ma maman, tout l'amour que j'avais pour elle. Et voilà, et j'ai pu lire ce texte à l'église. Et donc, quand j'ai lu ça dans ton livre, j'ai dit, c'est incroyable. C'est vraiment une chose C'est que j'ai presque une vécue. écriture intuitive que tu as vécue et que j'ai vécue. Quelque chose qu'on ne contrôle vraiment pas. C'est ce sentiment que j'ai eu également, oui. Ouais, c'est ça. Et puis après, toi, tu revis ça en fin de compte au funérarium. Au funérarium. Je le revis, alors là, c'est de façon verbale, oui. J'ai ce besoin irrépressible de me retrouver seule avec lui et de lui parler. Donc, je fais sortir mon mari et ma fille et j'ai ce besoin de lui parler. Et alors, pourquoi, euh, pourquoi ces mots d'amour qui sortent comme ça d'un coup Pourquoi alors que j'étais en guerre avec lui depuis, à l'époque de son décès, j'avais 50 ans.
pourquoi, après ces 50 ans quand même très difficiles, j'ai eu ce besoin. Enfin, maintenant, je sais, avec le recul, ça fait 2 ans maintenant, je le sais, mais sur le moment, j'étais la première surprise, j'ai pas su d'où ça venait. Et puis, j'avais cette impression qu'il était là et qu'il était extrêmement attentif à tout ce que je disais. C'était vraiment une impression c'était presque palpable. J'avais l'impression de le sentir tout autour, en fait, pas une présence tout autour. Euh, et j'avais l'impression qu'il était vraiment très attentif et qu'il attendait chaque mot. Donc, j'ai vraiment lâché tout ce que j'avais à lui dire et j'en suis partie, moi, alors évidemment dans les larmes parce que le contexte fait que, malgré tout, libérée d'une certaine façon de quelque chose que je ne savais pas expliquer encore. Ah ouais, non, mais ça, on Ouais. ressent bien dans ton livre. Et en plus, le passage où tu expliques donc, au funérarium que tu as cette force qui te souffle, qu'il est encore là. Et là aussi, ça m'a vraiment fait penser à un passage du livre, du dernier livre de Stéphane Alix que je vais montrer à l'écran, dans lequel Oui. il dit, et là vraiment j'ai pensé à toi, dans lequel il dit à son frère Thomas qui vient de mourir suite à un accident de voiture, il dit ceci: sans réfléchir, dans un réflexe totalement instinctif, je m'agenouille contre le corps de mon frère, je lui prends les mains et lui explique à haute voix, en regardant le vide au-dessus de lui: Thomas, tu es mort, je vais m'occuper de toi. Comme s'il m'appartenait de le rassurer, comme si cette nécessité m'avait été dictée. Et ça, c'est exactement ce que tu dis toi aussi, c'est que tu as besoin aussi de le rassurer. Ouais. Et c'est ça C'est très qui est curieux. étonnant. C'est exactement la même expérience, effectivement. Et c'est très étonnant. J'ai eu le besoin de lui dire, rassure-toi. D'abord, toi, ça va aller, regarde devant et vas-y. Ce qu'on te propose devant toi, c'est bien, vas-y. Tout va bien aller. Et puis, ne t'inquiète pas pour nous, parce que nous aussi, ça ira. Ne t'inquiète pas pour nous. Donc, ne t'inquiète de rien, en fait. Laisse-toi porter, laisse-toi aller. Tout ira bien. C'était très curieux parce que moi, j'étais pas du tout. Je suis d'un parcours plutôt cartésien à l'origine. Je suis juriste, donc j'étais pas partie pour. C'était plutôt mal parti même pour moi. Donc ça venait. Alors j'avais eu des lectures auparavant, bien sûr, mais ça venait quand même. Je sais pas, ça venait d'un ailleurs. C'était tellement instinctif, tellement oui instinctif, presque charnel, presque. Je sais pas trop mettre des mots dessus. En tout cas, c'était une urgence. Ah oui, complètement. Mais je pense que on a presque l'impression que c'est même inné, c'est même quelque chose qu'on sait déjà d'instinct que la personne est là. Elle n'est plus dans ce corps, mais elle est autour et on a besoin de l'accompagner. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec ma maman parce que j'ai été présente lors de son dernier souffle. Et j'ai eu, pareil, je lui disais, mais vas-y, je l'ai carrément accompagnée presque pas à pas pour qu'elle puisse franchir l'autre côté. Et comme toi, bon oui, j'étais effectivement, j'avais lu tout ça, mais le fait de lire et de le vivre, c'est complètement différent. Parce que quand on vit un décès, on ne se dit pas: ah oui, j'ai lu ça dans un livre, je vais le faire. Non, non, ça vient comme ça. On ne pense pas du tout à ces lectures à Ah ce oui, on moment-là. pense à rien, non, non. Ça vient comme ça. Et effectivement, c'est vraiment étonnant de retrouver ça C'est très, dans très des témoignages. étonnant. C'est très, très étonnant. Ce qui a été étonnant aussi, ça a été la réaction de mes proches quand je leur ai demandé de me laisser seule avec lui parce que j'avais besoin de lui parler. Pareil, tous les deux, mon mari, ma fille et ma belle-mère, pareil, cartésien, etc. Je crois qu'ils ont d'instinct également compris, tout comme moi, à l'instant T, ce que je voulais faire. Je crois que c'est vraiment quelque chose, je sais pas, qui s'est imposé à tout le monde. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis après, donc, tu vas à l'église dans le jour des obsèques, et là, tu vas vivre aussi quelque chose d'incroyable. Ouais. Tu... Alors en fait, on va le vivre à deux. D'abord, on arrive, on rentre dans l'église, on est un bloc, mon mari, ma fille, ma belle-mère, donc tous les quatre, on se serre fort tous les quatre, et on suit le cercueil. Et j'avais préparé mon texte, et ma fille de 14 ans à l'époque avait également préparé un texte. Et on est toutes les deux en larmes. Quand on marche derrière le cercueil, on est toutes les deux complètement effondrées. Et je m'accroche à mon mari et j'arrive à lui dire: écoute, je crois que je vais pas y arriver. Je crois que Diane non plus ne va pas y arriver. Est-ce que tu voudras bien te substituer à nous pour lire nos textes? Alors il me rassure, il me dit: oui, bien sûr, t'inquiète pas, etc.
La cérémonie est entamée et j'entends le diacre qui m'appelle sur l'estrade. Et alors là, donc j'étais prête à tendre mes feuilles à mon mari, en fait. Et alors là, tout s'arrête instantanément. Je suis sèche de larmes comme ça, d'un coup. Je me lève, puis alors je vois plus rien. C'est très bizarre. C'est comme s'il n'y avait plus personne dans l'église, il n'y a que mon père et moi. Je monte sur l'estrade et à ce moment-là, mais ça je l'ai su qu'après, il m'a dit qu'après, mon mari a récupéré toutes mes larmes, alors puissance 10. Hein. Lui a récupéré toute l'émotion comme s'il avait voulu m'en dégager ou comme si quelque chose avait fait qu'il m'en dégage pour que je puisse parler. Et je dis tout mon texte avec une aisance totale. Et j'ai vraiment l'impression de m'adresser à mon père et j'ai vraiment l'impression qu'on est tous les deux là. Et j'ai l'impression qu'un pardon s'amorce entre lui et moi. J'ai l'impression que quelque chose de beau est en train de démarrer. Je ne sais pas encore vraiment dire quoi, mais voilà, ça commence là. Je redescends de l'estrade, je récupère mes larmes, alors que mon mari, lui, s'arrête. Ma fille monte sur l'estrade et hop, mon mari à nouveau récupère ses larmes. Ma fille a pu parler. Elle est redescendue, a récupéré les siennes et la cérémonie a pu se terminer comme ça. C'était vraiment quelque chose d'incroyablement fort et je savais que mon père était, en fait, on était tous les deux, on était un peu seul au monde. Alors dans quel monde, ça c'est notre histoire. Oui. Et c'est ça qui est fou aussi, c'est que ce que tu vis là, ça te met presque, c'est presque à l'opposé d'un deuil parce que tu ressens une joie en fin de compte en toi qui te traverse. Et ça aussi, ça m'a fait penser à un autre témoignage qui est le livre de Valérie Seguin, les 3 jours et demi après la mort de mon père, où elle dit, alors qu'elle n'a ressenti aucune paix intérieure durant l'hospitalisation de son père, ce n'est que dans le salon dédié au recueillement des familles qu'elle éprouve soudain un sentiment de paix doublé d'une joie intérieure. Et toi, c'est exactement aussi. Et bon, cette joie, elle, par contre, ça a duré 3 jours et demi, comme le titre de son livre. Mais toi aussi, tu as eu cette joie qui t'a maintenu. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on se dit, mince, je suis en deuil, presque on dit, mais j'ai pas le droit. Pour moi, je me dirais, mais j'ai pas le droit d'être comme ça. Mais c'est plus fort que soi. De ce que raconte Valérie, parce que moi, ça, je ne l'ai pas vécu, mais c'est vraiment une joie qui te traverse, qui te transporte en deuil. Oui. Alors moi, ça m'a pas porté pendant plusieurs jours. Hein. Ça a été vraiment par moments, quand j'avais ces formes de certitude là en réalité, hein, où j'avais vraiment des certitudes qu'il était là, qu'il m'entendait, que je pouvais faire quelque chose en fait. Voilà, que je pouvais lui être utile, l'aider, l'aimer, lui pardonner. Là, c'était un sentiment de joie très difficile à décrire qui m'habitait. Mais ça n'empêchait pas mes larmes, cela dit, et ça ne m'a pas empêché de plonger ultérieurement. Mais c'est vrai, c'est curieux à dire, hein, c'est curieux à expliquer d'ailleurs. Oui. Ah oui, complètement, complètement. Puis surtout que, bon, après, toi, tu rentres une fois les obsèques passées, et puis il faut bien que tu rentres chez toi à Bali. Mais là, tu remets presque en doute tout ce que tu as vécu, malgré que c'était intense. Mais après, effectivement, quand tout ça, c'est parti de toi, tout revient. Tu as le doute, tu remets en doute ta colère. Enfin, tout ça, c'est ballotté entre diverses émotions. Et donc, du coup, tu parles à ton père et tu le supplies presque de te donner un signe. Oui. C'était très curieux. Toute joie m'avait désertée et au contraire, là, j'ai plongé. Et je lui parlais. J'avais sorti une photo. J'avais presque un mausolée à la maison. Et je lui parlais. Je lui disais, mais bon sang, mais donne-moi un signe. Je remettais complètement en question tout ce que j'avais vécu. Effectivement, je me disais, mais non, mais c'est arrivé, enfin n'importe quoi. Et puis bon, c'est vrai que le temps a tendance à effacer, dans ces périodes de deuil, on a plutôt tendance à effacer les bons souvenirs pour ne garder que les mauvais. Bon. Et oui, je réclamais et je me disais. Et alors en plus, comme j'étais dans une relation toujours très conflictuelle avec lui et qu'il avait toujours tout fait de sa vie pour que je me sente inférieure, abaissée, etc., je me disais, mais en fait, t'es nul, tu vois rien. Peut-être qu'il t'en donne, mais t'es nul, tu vois rien. Donc, un coup, c'était n'importe quoi, tu n'auras pas de signe. Un autre, c'était, bon, t'es nul, tu vois rien. Enfin, bref, rien n'allait, quoi. Mais je le suppliais, oui, effectivement. D'ailleurs, chaque jour. Hein. Oui.
ce qu'on fait souvent. Et même c'est pareil, c'est instinctivement, on a besoin. Alors qu'on pourrait se dire, quand on dit, bah oui, non, mais il n'y a rien après la mort, mais même ceux qui disent ça, ensuite se disent, bah si, j'aimerais bien quand même recevoir un signe. Donc il y a bien quelque chose qui nous dit que la vie ne s'arrête pas après une mort. Parce que pourquoi on a tous, même ceux qui ne croient pas en une vie, pourquoi on attend tous quelque chose, on attend tous un signe, voilà. Donc c'est ça qui est assez étrange. Et puis toi, en plus, le signe que tu reçois, le premier à travers ton téléphone, il est assez Pas aussi, mal, hein? c'est pas des petits signes, je veux dire. Mais ce que j'aime aussi quand tu reçois ce signe-là, c'est que tu vas tout faire pour trouver une explication. Et ça, Oui. c'est ça qui m'a plu aussi dans ta démarche, c'est que d'un seul coup, tu ne prends pas tout pour un signe. Tu cherches d'abord une explication rationnelle avec ton mari, vous cherchez, vous décortiquez tout. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, cette démarche. Oui, bah bah d'abord parce que j'ai très peu confiance en moi et que je me disais, mais tu rêves, ma pauvre fille, et puis tu as demandé un signe, d'une, tu es incapable de le recevoir, de deux, tu te fais des idées, bon, de trois, allez, n'oublie pas ta base cartésienne, c'est n'importe quoi, tu es en deuil et tu te rassures. Et puis en fait, voilà, on a cherché, alors mon mari étant un peu un geek en plus, et puis le signe s'étant produit sur un téléphone portable, euh, bah, il avait tout en main pour essayer de tout démonter, de tout expliquer, tout détricoter. On a tout mis par terre, et puis on n'a pas trouvé. On n'a pas, évidemment pas trouvé. Et au bout d'un moment, c'est même mon mari qui m'a dit, bah, écoute, voilà, tu voulais un signe de ton père, mais là, je crois que tu l'as. Il n'y a plus trop de doute en fait. Et alors là, en fait, je crois que j'attendais sa validation à lui pour avoir des larmes de joie. J'avais trop peur de me laisser aller à un fol espoir. Et j'attendais que mon mari très cartésien me valide ça, ce qu'il a fait sans que je lui demande rien. Et alors là, je me suis écroulée, mais dans des larmes de joie, parce que enfin, j'avais été entendue. Enfin, j'avais été entendue et ça validait tout, quoi. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah, profite parce que c'est le premier, c'est le dernier. Sauf que j'ai pas pu m'empêcher de réclamer à nouveau. Non. Et puis, oui, après, mais bien sûr, après, on en redemande. Des signes Oui, comme ça, on en redemande. Mais en même temps, on a envie de partager aussi cette joie, de dire oui, ça y est, il est rentré en contact avec moi et on a envie de partager cette joie avec nos proches, mais c'est pas si évident que ça. Et toi aussi, tu l'as vécu que. ouais, ouais, ouais. C'est même parfois une erreur. C'est même parfois une erreur. Et puis, j'étais tellement galvanisée par ces signes que je recevais parce qu'ils se sont multipliés, donc, que j'ai eu le tort d'en parler autour de moi un peu trop et que je vais pas vous dire que j'ai perdu des amis parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, me regarder avec soit un air inquiet sur ma santé mentale, soit un air compatissant, des gens qui se disent oh là là, la pauvre, ça va pas très fort, elle cherche à se rassurer, soit alors des gens qui s'en foutent complètement et qui ont envie que je change complètement de sujet parce qu'ils ont autre chose à faire. Voilà. Et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, le deuil, c'est quelque chose qu'on vit seul. On est terriblement seul. Euh, Sans compter les signes. Alors là, c'est encore autre chose où vraiment on passe pour une perchée, quoi. Donc on apprend, il m'a fallu du temps quand même pour apprendre à me taire. Oui, et encore, tu as eu de la chance, c'est que ton mari et ta fille, euh, eux, tu pouvais leur parler de ça. D'abord parce que ta fille a vécu aussi des signes de son grand-père Et mon et, mari aussi. et ton mari aussi. Et c'est bien de pouvoir partager parce qu'il y en a, et j'ai connu des personnes qui ne pouvaient même pas en parler Ah, avec c'est terrible. leur femme. Et ça, c'est terrible parce que tu ne sais pas comment faire à part le coucher sur papier et puis voilà, pour essayer aussi de t'alléger de tout ce que tu reçois. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Quand on ne peut pas partager, il faut bien qu'à un moment, ça sorte, quoi. C'est Ah oui, oui. Ah c'est oui, moi quelque j'ai eu chose. cette chance inouïe, vraiment inouïe, que ce soit d'une part que mon mari et ma fille, dans un premier temps, comprennent, mais dans un deuxième temps, qu'ils soient eux-mêmes touchés, qu'ils soient eux-mêmes réceptionnaires des signes. Alors là, ça a été le double et le triple cadeau, quoi. Hein. Ça les a fait basculer Bah oui. aux dimensions, eux aussi, j'étais bien contente. Non, il y a de quoi, hein, parce que c'est vrai, quand ils deviennent récepteurs d'informations, même à travers des rêves.
Parce qu'il y a Oui, aussi ça aussi, c'est que les défunts aussi viennent dans nos rêves. Viennent dans nos rêves pour nous donner des informations, pour nous expliquer pourquoi. Là, dans ton cas, c'est ton mari qui a fait un rêve presque d'une vie antérieure, c'est ce qu'on pourrait dire. Et en oui. fin de compte, toi, t'as compris certaines choses. Mm. Ça a éclairé un petit peu pourquoi tu avais vécu ça aussi avec ton père, pourquoi ces situations aussi étaient tendues, incomprises, enfin tout ce que tu as pu vivre avec ton papa. Il est vraiment étonnant ce rêve. Ah oui, oui, il est très étonnant parce qu'il est assez précis, il est même très précis. C'était à l'époque de la traite des esclaves et mon mari était là en protection de moi, comme il l'est toujours dans chaque vie que nous faisons ensemble, en protection contre mon père, comme il l'a été dans cette vie et comme peut-être il le sera plus tard, je ne sais pas. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce rêve, au milieu de ce rêve, donc alors en plus de ça, mon mari fait partie de ces individus qui m'a toujours dit, je ne rêve jamais. Et je lui dis, mais si tu rêves, simplement tu t'en souviens pas. Non, non, je ne rêve jamais. Bon, et là, non seulement il a rêvé d'une façon vraiment très, très forte, très prégnante, très vivante, mais en plus de ça, on, alors je dis on, je pense savoir qui est le coupable, on l'a contraint à se réveiller au milieu de la nuit. Il entendait une forme d'ordre qui lui disait tu te réveilles et tu raconteras ça à Florence demain. Et donc, il s'est senti contraint de se lever, d'aller faire un tour à la salle de bain, de reprendre ses esprits pour bien graver le rêve dans le marbre, pour pouvoir être apte à me le raconter le lendemain. Et donc, ensuite, il a pu poursuivre sa nuit. Et ce qui a été étonnant avec ce rêve, c'est que un mois ou deux plus tard, je rencontrais une dame ici à Bali qui était, malheureusement, elle nous a quittés, très connectée, médium, etc. Et qui, sans qu'elle n'en sache rien, a eu un flash d'une vie antérieure et elle m'a raconté cette vie antérieure que mon mari Jean-Charles avait eu en rêve. Donc, c'est encore Il plus y a de quoi étonnant. déstabiliser, hein. Même, Oui, même ton mari qui était quand même assez, lui, plus cartésien, plus, ah oui, oui, voilà. oui. Donc, comme quoi, des fois, c'est quand même voulu, presque pour qu'il t'accompagne encore plus dans ces moments. C'est comme si que ton père avait voulu lui parler pour lui dire, mais toi qui es assez cartésien, voilà, vas-y, je vais aussi t'ouvrir à ça. C'est Ah, mais j'en suis important que tu persuadée. t'ouvres pour te montrer qu'il y a autre chose. Pardon? J'en suis persuadée. Je suis persuadée que mon père a fait un travail d'équipe là. Hein. Ils Ah nous a oui, pris tous les complètement. Ah, mais trois. on ressent dans ton livre, hein. Moi, c'est ce que comme ça, je l'ai compris aussi. Oui, Et oui, c'est vraiment formidable parce que en plus, toi aussi, c'est que tes rêves, toi, se sont aussi transformés parce qu'ils sont même venus des rêves prémonitoires. Tu as vécu oui, aussi, ça t'a ouvert aussi, comme on dit, un canal et tu as été, tu recevais des informations. oui, Tes nuits, c'est vrai, t'apportaient plein d'informations. Et c'est oui, assez oui, oui, étrange. oui. Même toi, Plein ça t'a de, aussi. Ah oui, oui, oui. Mais alors, ce qui est curieux, et c'est là où je savais que c'était bienveillant et que c'était destiné à être une forme d'enseignement pour moi, c'est qu'à aucun moment j'ai eu peur. Jamais. Euh, et je crois que c'est là toute la différence entre quelque chose de sain et de bienveillant ou quelque chose où on ne sait pas trop ce que c'est. C'est que toujours je me sentais bien, je me sentais réconfortée, je sentais que c'était fait dans la bienveillance et dans l'amour et que je ne risquais rien. Et oui, je suis devenue réceptacle aussi d'informations. Donc, toutes mes perceptions extrasensorielles ont décuplé. Ça s'est un peu atténué aujourd'hui. Mais oui, c'était très perturbant de là à voir une amie qui allait partir pour telle destination de voyage, voir le décès, hélas, d'une amie très proche. Voilà, c'était jusqu'à ce point-là. Donc, c'était quand même pas, c'était pas rien. Ouais. Ah oui, non, non. Non, c'est vraiment un rêve, même un songe, parce que souvent ce sont plutôt des songes que des rêves, Oui, c'est plus mais un songe. vraiment assez fort. Ouais, ouais, ouais. Comme le signe que t'as redonné ton père plus tard à travers la peinture. Moi, quand j'ai lu ça, bon, déjà le vivre, je me disais, mais mon Dieu, ça a dû être un choc de le voir apparaître dans une peinture. Enfin, moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais c'est formidable. Et là vraiment, enfin, des fois on dit signe, parce qu'on mélange un petit peu signe, VSCD, Oui, mais là, pour moi, c'est une preuve. Tu ne peux pas dire, ben non, non. Là, pour moi, il t'a amené la preuve oui, de oui, oui. cette survivance, de fait qu'il était là, près de toi.
Là, Alors, on je peut vais, pas. je vais quand même expliquer ce que je fais comme peinture. C'est pas. D'abord, je ne fais pas de figuratif. Je suis nulle en dessin. Je serais bien incapable de dessiner, de représenter quoi que ce soit. Puis alors, encore moins un visage. Il n'y a quand même rien de plus difficile à représenter qu'un visage. Et je fais en plus ma peinture, enfin mon art, on va dire. C'est un grand mot, mais c'est de la résine. Je coule des résines teintées, les unes avec les autres, qui se mélangent et qui polymérisent. Bon. Mais c'est vraiment, alors en plus, moi, je fais ça avec les moyens du bord à Bali, j'ai pas de résine d'art, donc c'est de la résine de bateau. Enfin, c'est vraiment, je fais ça dans Ah mon oui. coin. Bon. Et donc, j'ai 5 minutes en tout avant que la résine devienne dure, se fige, et après, je peux plus rien en faire. Tout ce que je peux faire, c'est bouger les couleurs et ça fait des ensembles plus ou moins gracieux, plus ou moins agréables à regarder. Voilà, jamais il est question de quoi que ce soit dans ces tableaux. Et je considère à chaque fois que mon tableau est sec et que je considère qu'il est prêt, je le descends, je le place à un endroit, toujours au même endroit, j'appelle mon mari, je lui dis qu'est-ce que tu en penses, il est bien, il n'est pas bien, est-ce que je le signe, est-ce que je le jette, est-ce que je recommence, qu'est-ce que tu en penses. Et puis comme mon père, la dernière communication que j'ai eue avec mon père avant qu'il meure, c'était, il m'avait commandé un tableau en résine. Et comme mon père ne m'accordait jamais aucune qualité, aucun compliment, etc. J'avais pris ça comme le compliment suprême et je m'étais dit, mais oui, bien sûr, je vais te faire ton tableau. Il avait commandé ses couleurs. Il est mort entre-temps, donc il n'a jamais pu avoir son tableau. Et donc, je m'étais mis un point d'honneur à faire ce tableau. J'ai respecté ses couleurs, sauf que je ne sais pas pourquoi ce tableau ne venait pas. Alors, j'ai décidé de mettre un autre tableau à côté, d'en faire un autre dont des couleurs que j'aime pas du tout, que j'ai pris au hasard, c'est du mauve. Je déteste le mauve. Allez savoir pourquoi. Bon, j'ai fait ce truc en mauve. Et je m'acharnais sur son tableau dans les rouges oranges là, et je faisais le mauve à côté, mais vraiment pour me détendre. Alors lui, il était purement intuitif, tandis que le rouge orange, je l'intellectualisais, je voulais le faire bien pour mon père. Et puis toujours pas. Sauf que le mauve, moi, je considère qu'il est fini. Donc là, je le descends, je le mets à sa place habituelle, et avant d'appeler mon mari, je prends 2 pas de recul, et là, je m'écroule. Je m'écroule vraiment. Mais je dis rien. J'appelle mon mari et je lui dis viens voir. Il s'approche, il regarde, et puis il s'approche encore, et puis il regarde encore. Il me dit mais il y a un visage dans ton tableau. Alors autant vous dire que dans la peinture, dans la résine, c'est impossible. Absolument impossible. Je défie quiconque d'y arriver. Il me dit mais regarde, il y a un visage, et puis il s'approche encore. Il me dit mais c'est le visage de ton père. Alors moi, tu le sais, je l'avais vu depuis longtemps. Alors là, bon, validation à nouveau, donc je m'écroule. Je vais chercher une photo. Il se trouve que non seulement c'est le visage de mon père de façon extrêmement précise, mais c'est en plus une photo très particulière. Comme si la photo avait été glissée sous une couche de résine et qu'elle apparaisse là, en noir et blanc, enfin en contraste de mauve, quoi. Donc, bon, ben là, ce tableau, il est là. On en voit un petit bout derrière moi, là. Ah oui, Là. d'accord. On en voit un petit bout. Non, mais c'est pas le bout où il est caché. C'est ma chambre, hein, confinement oblige puisque j'ai toute la famille dehors. Et ça fait plus d'1 an maintenant et tous les jours je me réveille en me disant c'est pas possible, il a disparu. Non, non, il est toujours là. C'est incroyable. Ah oui, non, c'est fou, hein. Vraiment, quand j'ai lu ce passage, je suis restée, je pense que j'ai dû le lire la bouche ouverte, quoi. J'étais interloquée par tout ça, quoi. Et, euh, et en même temps, toi, tu as envie quand même de... Parce que bon, tout ça, ce sont des signes, mais toi, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie aussi de rentrer en contact, en communication avec ton père. Et tu vas le faire à travers donc une médium. Et là, c'est là, je pense qu'il y a aussi, en fin de compte, c'est tout ce cheminement que tu as poussé, oui, que ton père t'a poussé à faire pour que vous puissiez vous pardonner, pour qu'il puisse, lui, déjà te pardonner et en même temps pour que toi, tu te réconcilies avec toi-même. Et ça, on le ressent beaucoup dans ton livre. Et c'est un cheminement merveilleux parce qu'on ressent tout l'amour qu'il a quand même pour toi, malgré qu'il a été un papa assez froid, assez détaché. Mais il y a un tel amour dans tout ce qu'il te transmet à travers ce médium que c'est magnifique. Moi, j'ai Ah trouvé oui, ça.
c'est extraordinaire. Et puis, j'ai l'impression qu'il a même choisi la médium, puisque moi, j'habite à Bali et c'était un voyage que j'allais faire en France pour aider donc ma belle-mère, la femme de mon père, sa veuve. Donc, euh, j'ai choisi une médium qui habitait à 3 heures de voiture de là où habitait ma belle-mère. J'aurais pu trouver plus près, franchement, hein. Mais non, non, je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée par elle. Euh, et elle avait un calendrier plein sur 6 mois. Et ben, elle s'est fait un petit trou. Elle aussi s'est sentie obligée, contrainte de me faire cette place pour que je puisse venir à la rencontre de mon père. Et alors, cette rencontre a été... Je donne quand même le nom de cette médium parce qu'elle est vraiment... c'est une femme extraordinaire. Elle est dans le livre, bien sûr, mais elle s'appelle Marie-Angélique Couder et elle est en Dordogne. Elle fait des Alors, conférences un petit peu... excuse-moi, je vais partager son, voilà, son site. Voilà, super, Si merci. on voit l'écran, voilà. Oui, vas-y. Merci, Florinette. Est-ce qu'elle est, au-delà d'être une excellente médium, c'est une femme pleine de douceur, pleine de bienveillance, pleine de peps aussi et d'énergie. C'est vraiment que des bonnes énergies. Elle est extraordinaire et je lui dois énormément. Vraiment, je lui dois énormément. Donc, je lui rends hommage. Bonjour Marie-Angélique. Voilà, donc j'ai été appelée par... enfin, nous avons dû nous rencontrer toutes les deux. Et à ce moment-là, pour une canalisation qui a duré une bonne heure, dès la première minute, Florinette, je n'ai eu aucun doute sur le fait que c'était bien mon père qui était présent, puisque d'emblée, elle ne savait rien, hein, elle connaissait mon nom, qui n'est pas le nom de famille de mon père, attention. Elle savait le fait que j'habitais à Bali, c'est tout. Et le prénom de mon père et sa photo, c'est tout. Et donc, d'emblée, elle a ressenti les causes de sa mort. Donc, elle a eu des difficultés respiratoires. Tout de suite, elle s'est mise à étouffer. Ça s'est arrêté tout de suite. C'était une façon pour mon père de s'identifier, de valider que c'était déjà ça, la cause de son décès. Et ensuite, elle n'a fait que rapporter ce qu'il disait. Hein. Et donc, lui s'est identifié avec quelque chose qui date de mon enfance. J'étais loin d'imaginer qu'il irait me sortir un truc pareil. Quand j'étais petite, c'était le seul moment où vraiment on partageait des moments chouettes, lui et moi. On faisait pas mal de lectures de bandes dessinées ensemble. Et puis, notre truc à nous, c'était Tintin. Tintin et Milou. Pourquoi? Parce que son nom de famille, c'était Houtin et que, donc mon nom de jeune fille également, et qu'il était souvent surnommé Tintin, et moi de même. Ils sont durs les enfants. Et donc, et comme en plus mon père était breton, le capitaine Haddock avec ses injures colorées, ça nous faisait beaucoup rire et ça lui ressemblait beaucoup avec sa barbe, le côté vieux loup de mer, ronchon, ça lui ressemblait beaucoup. Et ben il s'est identifié en capitaine Haddock pendant la médiumnité. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose de difficilement contestable. Donc bon, et puis ensuite il a utilisé son vocabulaire, il a utilisé des souvenirs, bon. Tout ça pour me mener à être absolument persuadée que c'était lui. Et une fois que ça s'était établi, il n'a pas fallu très longtemps quand même. Une fois que c'était établi, là est venue la vraie discussion. Et là, il a pu me dire les mots que j'avais rêvé d'entendre depuis plus de 50 ans. C'était « Pardonne-moi, je n'ai pas su t'aimer, je t'ai saboté, je n'ai pas été à l'auteur en tant que père, mais je suis très fière de toi, je n'ai pas su te le dire, etc. » Donc, ça a été une heure de pur amour, un amour absolument total qu'on a pu partager lui et moi par le biais de Marie-Angélique, qui ne cherche pas à mettre des mots différents de ce qu'elle entend dans sa bouche, qui dit les choses très honnêtement. Et c'est vraiment un moment très privilégié à part. Et à partir de là, je suis repartie. J'avais perdu à peu près 3 tonnes et demie. J'étais merveilleusement bien. C'était moi qui le remerciais. Du coup, je crois qu'on se remerciait tous les deux. C'était vraiment magique. Et j'avais l'impression que je repartais pour ces 3 heures de voiture de retour, qu'il était avec moi dans la voiture en fait, et qu'on continuait que j'étais dans ses bras ou qu'il était dans les miens, je sais pas trop. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Donc là, ça n'a fait que valider les signes que j'avais eus auparavant, qui se sont accélérés par la suite. Et voilà, je te laisse continuer dans les questions parce que sinon je suis partie. Ah non, non, c'est très bien. Non, non, tu peux continuer, Florence, au contraire. Mais là, tu vois, c'est dans ce que tu dis, c'est là qu'on voit que quand l'ego n'est plus là,
c'est en fin de compte, l'amour peut se déployer pleinement. Et c'est ça ce qui s'est arrivé avec ce contact grâce à Marie-Angélique. C'est qu'on sent que ton père, c'est fini, quoi. C'est que l'amour qui peut maintenant exprimer. Il n'y a plus l'ego, il n'y a plus cette confrontation avec celui qui aura le dernier mot, parce que bon, je pense qu'il avait quand même un caractère assez fort. Et c'est là que c'est formidable. C'est là que c'est formidable que à travers c'est un lien qui ne peut pas être rompu. Et là, il en a profité pour dire, oui, pour expliquer comment tout ce qu'il ressentait. Et c'est vraiment un très, très beau passage. Et je voulais rebondir aussi sur la médium, donc Marie-Angélique, parce que ça m'a beaucoup touchée quand tu as parlé aussi de cette médium. C'est elle qui a eu le premier contact avec ma maman. Oh, Donc, c'est pas voilà, vrai. si, Ah, c'est c'est merveilleux. Marie-Angélique. Et voilà, exactement. Et ma maman est décédée en 97 et j'ai voulu en 2000, je crois que c'était 2012, elle présentait une médiumnité en salle et j'y suis allée. J'ai posé une photo de ma maman comme ça. Alors, elle ne me connaissait pas du tout à cette époque-là. Je n'avais même pas Facebook. De toute façon, je ne parlais même pas de tout ce qui m'était arrivé. Et elle prend la photo de maman et elle la montre. Elle dit voilà. Et elle, pareil, elle a eu des signes de reconnaissance qui m'a laissé sans voix et qui m'a beaucoup émue, beaucoup émue. Et c'est vrai que, et puis avec elle cherche pas non plus à déformer, elle retransmet exactement ce que lui dit le défunt, et puis dans les gestes, elle fait des gestes, et moi, elle a fait le geste que faisait toujours ma maman, et voilà, Ah, c'était c'est un moment incroyable, c'est magnifique, et formidable. voilà. Et quand j'ai lu ça, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, que j'ai retrouvées dans ton livre, et c'est très émouvant, quoi. Ça Mais m'a c'est fait. complètement fou parce que moi j'arrive de Bali, il y a quand même, il y en a pléthore des médiums en France, j'aurais pu choisir n'importe qui. Non, non, et voilà, et on se retrouve toutes les deux, et toutes les deux avec Marie-Angélique, c'est complètement fou. C'est ça, c'est ça. Et donc après, effectivement, quand tu as eu ce contact, mais on pourrait pu s'attendre à ce que ça s'arrête là. Mais non, Oui, ton père aussi continue. oui. Et puis jusqu'à cette étrange, je ne sais pas si tu m'en parlais, apparition, mais que toi, tu n'as pas vécu. Que moi je n'ai pas vécu, oui. Parce qu'en fait, je lui disais, je devenais insatiable un peu, faut reconnaître. Hein. Je suis plutôt de nature exigeante et donc un signe, je lui avais dit oui, oui, un, je te promets. Et puis deux signes, bon, là, deux, je te promets. Et puis bon, Je demi connais ça, signe, je connais ça. et puis il m'a martelé. Il a été formidable. Il m'a martelé. J'en avais tous les jours ou presque. Euh, et je lui disais, j'aurais bien te voir. Et après, je lui disais, ah, ouais, mais quand même, je crois que j'aurais un peu la trouille quand même. Et bon, et ça continuait comme ça. J'étais dans une négociation absurde avec lui en lui disant, oui, montre-toi, mais quand même, me fais pas peur. Bon, et ben, il s'est débrouillé pour que quelqu'un le voie, mais pas moi, pour pas que j'ai peur. Et ça s'est passé d'une façon complètement bizarre. Donc, on a le monsieur qui s'occupe de la maison, qui vit avec nous depuis longtemps et qui, je précise quand même, hein, il est musulman, pratiquant, il ne prend pas de substance, il ne boit pas d'alcool, voilà. Et un soir, mon mari et moi, on avait quitté la maison pour sortir et puis on rentre. Et alors il l'a dit qu'à mon mari parce que je crois il a eu peur. D'abord, il était persuadé que je n'y croirais absolument pas. Et puis il a peur que je le prenne mal. Donc il a dit à mon mari qu'il avait vu mon père, alors qu'il ne l'avait aperçu qu'une fois dans sa vie. Et donc mon père était là, installé sur la terrasse. Donc lui est passé à côté, et il l'a regardé, il lui a dit bonjour. Mon père lui a souri de façon très apaisée, très très paisible, sans rien lui dire. Et donc lui, ce monsieur, il passait à côté, il s'excusait, il est allé se coucher, mais sans autre forme de procès, quoi. Et c'était assez incroyable. Alors, ce qui s'est passé ensuite, il l'a vu une seconde fois. Ça, c'est pas dans le livre parce que c'était après l'écriture du livre. Et il l'a fait une seconde fois quand ma belle-mère est arrivée à la maison. Elle m'avait très gentiment demandé qu'est-ce que tu souhaiterais comme objet de la maison, etc. Et je lui avais demandé un masque que mon père avait ramené d'Afrique, qu'elle m'a gentiment amené et alors j'avais trouvé l'endroit qui me semblait idéal à côté. Enfin, bref, un pan de mur, ça me semblait parfait. Donc mon mari plante un clou, on place le masque et tout va bien. Le soir même, toujours ce même monsieur a vu mon père devant le masque
Et mon père lui a dit, il ne faut pas que ce masque soit là. Il faut qu'il soit dans sa chambre. Alors, je me suis dit, bon, bah, si en plus il me refait la déco, ça va trop loin. Voilà. Donc, Ouais. il l'a vu 2 fois. Donc, c'était assez extraordinaire. Et quant à ma fille, elle l'a entendu plusieurs fois. Ah ouais, non, non, mais c'est vraiment des signes. Je pense que là, on peut plus remettre en doute quand on vit ça. En plus, c'est par des personnes qui, bah, qui vont réceptionner l'information, mais qui des fois, c'est même pas des proches, et même des fois, c'est même on va dire des étrangers. Euh, euh, des voisins, des personnes éloignées qui vont venir et Ouais, dire oh tiens j'ai reçu ça soit dans un rêve soit dans une apparition j'ai un signe pour toi et c'est vraiment étonnant et ça on le retrouve aussi dans les VSCD dans les vécus comme explique Evelyne Elsaesser qui a fait la Stéphane préface Alix aussi. voilà Oui, qui a fait la préface de ton livre elle explique bien que c'est vrai que ce genre de phénomènes, c'est pas que les proches qui les vivent. Et c'est vraiment étonnant, c'est très oui. étonnant, c'est très Oui, très étonnant. c'est très troublant. Mais là, c'était comme s'il m'avait écouté et que il voulait se montrer tout en me faisant passer le message. Tu vois, je t'ai écouté, je voulais pas te faire peur. C'est drôle. Ouais, non, non, ah ouais, ouais, c'est vraiment drôle, quoi. Et donc, après, est-ce que donc tu disais tu as revécu des signes, tu continues encore à en vivre ou ça s'estompe à un moment, je pense que les signes s'espacent. Et là, c'est là que c'est Oui, c'est dur. ça. Il faut Oui, aussi c'est le une laisser deuxième partir, petite comme tu dis, mort, le tu laisser vois. partir. Voilà, c'est ça. C'est C'est ce que je un dis, il deuxième faut le petit laisser deuil. Mm, Mais, c'est ça. mais on l'aborde différemment malgré tout. Je crois que là, à ce moment-là, quand il s'estompe, on vit ça comme un manque. Euh, alors que moi, je n'avais pas eu, quand il est mort, j'ai pas eu le manque du père, puisque je ne m'entendais pas bien avec lui. Donc le manque, je l'ai eu quand les VSCD, les signes se sont un peu allégés. Aujourd'hui, il est encore présent de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare. Euh, oui, c'est de plus en plus rare, mais c'est bien. C'est bien parce que je crois que je suis prête, je crois qu'il est prêt aussi, et que chacun va poursuivre son chemin. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'éloigne pour toujours de moi, pas du tout. Je sais qu'il veille, j'en suis même intimement persuadée, mais je sens bien qu'il est un peu moins présent, ouais. C'est normal. Oui, tout à fait. Moi aussi, c'est pareil. J'ai senti qu'à un moment, ben, ça s'est espacé. Mais ça se fait en douceur. C'est Oui, ça qui est bien. C'est qu'il y a pas de, c'est pas violent, c'est pas d'un seul coup, ben, on reçoit un signe et puis après, plus rien. Et donc là, après, bien sûr, on peut remettre tout en doute. Non, il y a vraiment c'est toujours des petits signes de dire, mais je suis là. Et souvent, moi, je trouve, enfin, je sais pas toi, mais dans des périodes d'abattement, là, ils reviennent. oui, Les signes oui, reviennent, que ça soit à travers les rêves, que ça soit à travers l'électricité. Moi, c'est beaucoup à travers l'électricité. Voilà, les signes reviennent. Mais malgré tout, effectivement, ça s'espace, mais ça se fait tout en douceur. oui, oui, c'est Et ça se exactement ça. tellement d'amour. Je pense que voilà, c'est ce que dit Anne Tufigo, qui est une autre médium, et j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Elle dit, ce n'est pas le signe qu'on reçoit, mais tout l'amour qu'il contient. Et Oui, c'est tout à fait. mais c'est exactement C'est, ça. Je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit en plus. Elle est extrêmement douée. Donc, oui. mm. Ouais, ouais. Ah, mais toi aussi, tu as écrit très très bien. Ton livre, il est formidable. Je vais le repartager à l'écran. Tu as une très Merci, belle Corinette, c'est écriture. gentil. C'est, enfin, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Bon, parce qu'effectivement, bien sûr, ça m'a touchée personnellement, mais même, je veux dire que tu amènes de l'espoir. Et puis parce qu'il y en a, et puis tu apportes aussi, je veux dire, on se sent moins seul d'avoir vécu ce genre de phénomène. On est beaucoup à les vivre. Comme dit Evelyne Elsa Esser, on estime qu'entre 30 et 50% des personnes en deuil auraient vécu un ou plusieurs VSCD. Les témoignages recueillis sur tous les continents et depuis plusieurs siècles suggèrent que ce phénomène est universel et intemporel. Et malgré tout, et c'est vrai, les VSCD font l'objet peu de travaux, de recherches. Elle, heureusement, elle Heureusement qu'elle est regroupe, là. voilà, tout Elle à fait un fait. travail colossal.
Oh oui, elle a un site que je vais partager à l'écran pour toutes celles et ceux qui veulent apporter son témoignage, mais de rentrer en contact avec Evelyne Elsaesser, et parce qu'elle recueille tous ces témoignages, ses recherches, et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas plus dans les médias. Ah C'est oui. vrai que c'est un phénomène assez méconnu, et puis je trouve qu'il faut qu'on en parle puisqu'on est plusieurs à vivre ça. Et en plus, quand on ne peut pas le partager, on peut très bien mal le vivre. Ah oui, oui, je suis d'accord. Et puis dans nos sociétés occidentales, c'est presque tabou, donc c'est aberrant. On passe pour illuminé ou effectivement, on peut mal le vivre quand on n'est pas accompagné dans ce genre de phénomène. Ah oui, oui. Ouais, tout à fait. Et c'est important. Donc, c'est pour ça que je trouve que ton témoignage est très, très, très important. Et en plus, donc, ce livre, les droits d'auteur, tu les reverses à l'association. Donc, c'est La Promesse d'Alexandre. Mais quelle est cette association? Tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors, quand j'ai écrit ce livre, je voulais remonter un petit peu à la genèse de pourquoi j'ai Vas-y, écrit oui. ce livre, si tu le permets. C'est à l'occasion d'une deuxième rencontre avec Marie-Angélique qui, cette fois-là, m'a fait une lecture d'âme, menée là à nouveau par mon père, sans aucun doute, pour parachever son travail de réconciliation. Après être réconcilié avec lui, je crois qu'il a voulu euh, que je fasse le pas de me réconcilier avec moi-même, chose que j'avais jamais faite puisque lui-même m'avait sabotée. Donc il m'a menée sur cette route-là. Et en écoutant Marie-Angélique, dans cette lecture d'âme qui a été extraordinaire aussi, ce sont mes guides qui se sont adressés à moi et qui d'abord, ils m'ont décrite beaucoup mieux que ce que j'aurais pu me décrire moi-même, bien mieux. Ils ont pointé du doigt toutes mes failles, toutes mes blessures, et voilà. Et dans cette lecture d'âme est ressortie l'écriture. Alors, il faut que tu saches que l'écriture, c'est un rêve que j'avais depuis toujours, absolument, que je n'ai jamais effectué parce que, enfin, si, je commençais, si, j'ai toujours écrit toute ma vie, mais je ne m'en sentais pas. Qui étais-je pour écrire? Qui étais-je pour avoir d'autres clients? Vous allez voir un éditeur, etc. Et voilà. Et donc, ils m'ont donné le boost nécessaire. Donc, mes guides, par l'intermédiaire de Marie-Angélique et par l'intermédiaire de mon père, m'ont donné le boost nécessaire pour le faire. Donc voilà, c'était un achèvement pour moi extraordinaire et depuis, je continue à écrire. Et donc, quand ce livre a été achevé, je me suis dit, il m'a semblé complètement incohérent que je puisse gagner de l'argent avec ce livre. Parce que j'avais reçu tant d'amour pendant l'écriture de ce livre que, je sais pas, c'était presque malsain pour moi. Donc, je me suis dit, cet amour que j'ai reçu, je peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage, il faut que je le redistribue, il faut que, voilà. Donc, ça a été une évidence, il faut que je trouve une association pour reverser mes droits d'auteur. Laquelle, ça ne savait pas. Et c'est Evelyne, justement, Elsaesser, vers qui je me suis tournée. Je lui ai dit, je lui ai demandé ce qu'elle connaissait comme association. Et elle était justement marraine de la Promesse d'Alexandre. Alors, la Promesse d'Alexandre, c'est une association qui a été montée par Pascal Villain, qui est la maman d'Alexandre. Alexandre s'est ôté la vie il y a quelques années. Et la Promesse d'Alexandre, c'est la promesse de réaliser le vœu, je ne veux pas dire le dernier vœu, mais le vœu d'enfants très très malades. Et ça m'a paru être une très très belle promesse, donc ça m'allait parfaitement. Donc voilà, donc tout ira à la promesse d'Alexandre et j'en suis vraiment très heureuse. Ah, c'est magnifique, hein. C'est super de faire ça. Et en plus, c'est un très très beau témoignage. Et franchement, c'est ton premier livre, mais vivement les prochains, parce que tu écris tellement C'est bien. gentil. Ah oui, Merci tu as Corinna, c'est gentil. une très belle écriture. Et moi, voilà, c'est un livre vraiment que j'invite tout le monde à lire, à découvrir, parce qu'en plus, on voit bien que dans ce livre, ton père qui t'a déconstruit te reconstruit. Et c'est ça qui est beau. Il t'a reconstruit petit à petit en t'emmenant sur ce chemin spirituel, sur ton chemin de vie. Mais il y a plein d'amour, plein d'espoir, Oh oui. que c'est pas un livre qui est sur la mort, c'est un livre sur la vie, sur l'amour. Et voilà, j'invite tout le monde à le lire. Et je voulais encore te remercier d'avoir écrit ce témoignage qui m'a fait énormément bien. Merci beaucoup, Merci. Florent. Merci infiniment.
Et merci à tous les lecteurs. Merci. Et puis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, à bientôt, Florina.